Imaginez, vous décidez de perdre du poids. Pour cela, vous décidez d'atteindre un certain pourcentage de graisse corporelle. Vous vous fixez donc un déficit calorique. Un objectif du coup clair et défini pendant une durée bien déterminée. Vous atteignez votre objectif, puis vous revenez à la normale et vous poursuivez votre vie jusqu'à la fin de vos jours sans reprise de poids ni de graisse. Ah, le rêve, n'est-ce pas? Si cela fonctionnait de cette manière, la perte de graisse serait vraiment quelque chose de génial. J'ai fait un rêve une fois. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Quoi? En fait, votre corps n'est pas vraiment intéressé à perdre de la graisse. Et oui, puisque pour le corps humain, la perte de graisse n'est pas une bonne chose, puisque cela est synonyme de famine. Il faut savoir que d'un point de vue évolutif, il existe deux dangers en ce qui concerne le poids corporel. Le premier étant un poids corporel trop faible et la mort de faim. Le second étant de prendre trop de poids et de courir un risque de prédation ou de ne pas pouvoir distancer un prédateur. Bon, le risque de prédation est quasiment inexistant depuis que l'humanité est capable d'utiliser des outils. Cependant, le risque de famine constitue une menace réelle, même au cours des 100 dernières années, dans de nombreuses régions du monde. Il est donc logique que les personnes qui ont justement survécu et transmis leurs gènes soient capables de résister à la famine. Maintenant que la nourriture, donc l'énergie, n'est plus rare dans la plupart des pays développés et que nous disposons de sources de calories hautement transformées et riches en énergie, il est du coup très facile d'en manger trop et de devenir obèse. Et malheureusement, lorsqu'il s'agit de perte de poids, nous avons affaire à des gènes bloqués il y a plus de 10 000 ans. Ne sous-estimez pas justement le pouvoir de l'évolution sur la façon dont votre corps réagit à un déficit calorique. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder quelles sont les adaptations métaboliques du corps lors d'une perte de poids. Et bonjour, je suis Céline et bienvenue sur ma chaîne. Mais avant de commencer, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous ne devez en aucun cas arrêter votre traitement médical à la suite de ce que vous avez pu entendre ou lire dans mes vidéos. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous avez des troubles de l'alimentation ou du comportement alimentaire et que vous êtes en voie de guérison, si mes vidéos ne vous aident pas vers votre guérison, vous pouvez bien sûr les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose. Mais avant de découvrir ce que le corps déclenche comme adaptation lors d'une perte de poids, commençons justement notre exploration par quelques statistiques sur la perte de graisse. Selon vous, combien de personnes ont réussi à perdre du poids sur le long terme? Supposons que l'objectif est une réduction de 10% du poids corporel sur une durée d'1 à 3 ans. Voici les données dont nous disposons actuellement. Moins de 20% des personnes qui ont perdu 10% de leur poids corporel ont réussi à maintenir cette perte de poids après un an. Au bout de 2 ans, c'est environ 15% et au bout de 3 ans, c'est environ 5%. Cela signifie que sur 20 personnes qui ont eu cet objectif, une seule conservera probablement cette perte de poids. Je sais, cela semble plutôt déprimant, mais ce n'est pas fini. Parmi les personnes qui reprennent le poids qu'elles ont perdu, entre 1/3 et 2/3 d'entre elles finiront par avoir un poids plus important qu'au début. Cela signifie qu'elles ne se sont pas contentées de récupérer les 10% qu'elles ont perdus, elles reprennent du poids supplémentaire. Il faut savoir qu'il existe de plus en plus de preuves justement selon lesquelles non seulement une grande proportion des personnes prennent plus de poids qu'au début, mais il semble également que la quantité de poids supplémentaire que les personnes prennent soit proportionnelle au nombre de fois qu'elles ont tenté de suivre un régime dans le passé. Cela signifie que chaque fois que ces personnes essaient de suivre un régime et ne parviennent pas à maintenir leur perte de poids, elles prennent plus de poids qu'avant. Bon, examinons maintenant quelques preuves intéressantes. Connaissez-vous l'émission The Biggest Loser? Le principe de cette émission est simple. Un groupe d'individus obèses est soumis à des régimes alimentaires et à des programmes d'exercice les plus agressifs et les plus insupportables du monde. En fait, ces personnes sont fondamentalement affamées et entraînées comme des fous et étonnamment elles perdent des tonnes de kilos. Et une étude a été réalisée sur les participants de cette émission. Les chercheurs ont constaté que les participants avaient en moyenne une perte de poids de près de 40%. Ce qui bien sûr n'est pas très choquant compte tenu des déficits caloriques massifs que ces personnes ont pu subir. Leur taux métabolique au repos, similaire au BMR, donc au taux métabolique de base, a du coup été mesuré. Bien qu'il fût prévu que leur métabolisme de base diminue justement en fonction des changements dans la masse corporelle globale, il a en fait diminué beaucoup plus que prévu. Mais cela n'est pas surprenant car nous avons des preuves qui montrent que l'adaptation métabolique n'est pas proportionnelle à la quantité de poids perdu au cours d'un régime. Et ce qui est intéressant c'est que l'étude s'est poursuivie pendant 6 ans après justement la fin de cette émission. Et ce qui s'est passé défie toute logique.
En moyenne, eh bien, les participants ont repris presque tout le poids perdu. Et les chercheurs eh bien, s'attendaient à ce que leur BMR augmente bien sûr compte tenu de l'augmentation substantielle de la masse corporelle. Je vous rappelle que notre métabolisme de base est lié à notre poids et à d'autres paramètres. Mais pour ces participants, eh bien, il a en fait continué à rester bas même s'il prenait du poids. Et c'est un résultat choquant. En fait, il y a une différence eh bien, de 500 calories entre l'adaptation métabolique calculée après la période de 6 ans et celle mesurée. Ce qui signifie eh bien, que leurs dépenses énergétiques quotidiennes étaient inférieures en fait de 500 calories à celles prévues en fonction de leur masse corporelle. Bon, pour mieux comprendre en fait comment fonctionne la prise de poids dans le cadre eh bien, d'un régime yo-yo, regardons justement une étude utilisant un modèle de rat. Dans un premier temps, les rats ont été soumis à un régime alimentaire par restriction calorique. Les rats ont alors perdu du poids, puis les chercheurs eh bien, leur ont permis de retrouver leur poids initial. Ils ont alors mesuré combien de temps il leur fallait eh bien, pour perdre le poids initial et le reprendre. Et sans surprise, bien sûr, eh bien, les rats ont repris du poids beaucoup plus rapidement eh bien, qu'ils n'en avaient perdu. Et en fait, 2 fois plus vite. Puis ils les ont eh bien, à nouveau remis au régime, donc eh bien, en déficit calorique. À ce moment-là, eh bien, ils avaient le même déficit calorique que la première fois, mais cette fois, eh bien, il leur a fallu 2 fois plus de temps pour perdre du poids que la première fois. Et lorsqu'ils ont atteint eh bien l'objectif de perte de poids, les chercheurs ont laissé les rats à nouveau manger ce qu'ils voulaient pour reprendre eh bien, le poids initial. Et étonnamment, eh bien, les rats ont repris du poids 3 fois plus vite en fait que lors de la perte de poids initiale. Donc à chaque cycle de régime, eh bien, les rats perdaient et reprenaient la même quantité de poids. Mais à chaque fois, eh bien, il leur fallait plus de temps pour le perdre et moins de temps pour le reprendre. Bon, bien évidemment, ne prenons pas de décision basée uniquement sur une seule étude. Il existe bien sûr des données provenant par exemple eh bien, d'études sur des jumeaux montrant que le jumeau qui a tenté de suivre un régime plus strict eh bien, que son autre jumeau au cours de sa vie ait pris plus de graisse. Et ce genre d'étude permet bien sûr eh bien, de contrôler un peu la variabilité génétique. De même, des études sur des populations d'athlètes eh bien, ont montré que ceux qui ont dû suivre un régime restrictif pour accéder à une catégorie de poids finissent par prendre plus de poids en fait une fois leur carrière est bien terminée que ceux qui n'ont pas eu à suivre un régime pour accéder à une catégorie de poids. Bien qu'il n'existe pas bien sûr une tonne en fait d'études à ce sujet, ce qui a été fait et collecté autour justement de la reprise de la graisse corporelle et l'ajout de plus de graisse corporelle a été du coup bien documenté dans un article de recherche. Dans cette étude, eh bien, les chercheurs ont examiné 7 études humaines et l'impact de la restriction calorique sur la reprise de poids ultérieure une fois le régime terminé. Il faut savoir que dans ces études, une fois le régime terminé, eh bien, les humains étaient autorisés à manger de manière ad libitum, c'est-à-dire autant qu'ils le voulaient. Et les résultats ont été assez préoccupants, puisque dans 2 études portant sur le jeûne total et la semi-famine, eh bien, les chercheurs ont constaté que même lors de courtes périodes de jeûne, eh bien, ils voyaient un dépassement de graisse corporelle compris entre 2,7 et 3,1 kg. Ce qui signifie en fait que les sujets eh bien, ont pris en plus de leur poids initial 2,7 à 3,1 kg de graisse en plus. Il y a une autre expérience réalisée en Suisse qui était l'expérience suisse de rationnement alimentaire, où la Commission fédérale suisse pour l'alimentation en temps de guerre, puisque c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, a commencé à rationner la nourriture puisqu'ils avaient bien sûr des ressources limitées. Et dans cette étude, eh bien, les chercheurs ont examiné 700 sujets et leurs résultats de santé ultérieurs couvrant différents groupes d'âge, statuts socio-économiques et zones géographiques. Après 5 ans de rationnement alimentaire, eh bien, la reprise de poids a été surveillée chez les sujets et en moyenne, eh bien, ils ont pris 6,5 kg de graisse en plus qu'avant le rationnement alimentaire. Nous avons ensuite la fameuse expérience du Minnesota. Dans cette expérience, eh bien, les chercheurs ont étudié l'impact d'une faible consommation de calories sur des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Ils leur ont fait consommer environ 800 calories par jour pendant environ 6 mois. Au bout de 6 mois, eh bien, les sujets ont perdu en moyenne environ 25% de leur poids corporel. Mais une fois qu'ils ont été autorisés à se réalimenter selon le régime ad libitum, eh bien, leur masse grasse a remonté jusqu'à revenir à celle d'origine. Puis elle a été dépassée de 3,3 kg. Bon, 2 études plus contemporaines sur les populations de l'école des Rangers de l'armée américaine ont abouti eh bien, à des résultats similaires. Des groupes de jeunes soldats ont été soumis à plusieurs semaines d'entraînement militaire stressant, qui comprenaient une restriction calorique d'environ 1800 à 2000 calories par jour, tout en faisant de l'exercice physique pendant environ 12 à 14 heures par jour, et la plupart du temps avec des poids sur le dos. Puis ils ont été autorisés eh bien, à manger ad libitum. Alors dans une étude, eh bien, les sujets ont repris et dépassé leur poids initial de 5 kg avec une part importante de graisse corporelle, et dans l'autre étude, eh bien, il a été constaté un dépassement de 2,4 kg, dont environ 40% concernaient la graisse corporelle. Bon, maintenant, regardons les problèmes liés au régime restrictif traditionnel en jetant justement un coup d'œil à certaines des adaptations vécues dans ces conditions de perte de poids importantes. Bon, vous l'avez compris, le corps n'aime pas perdre de graisse corporelle. Il va donc du coup eh bien, développer des systèmes d'autodéfense métabolique pour pallier un déficit calorique trop important. Lorsque le corps se défend contre la perte de graisse, eh bien, il essaie en réalité d'atteindre ce que l'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie entrante en fait
fait dans le corps, donc consommée, et l'énergie sortante, donc dépensée, le corps veut être en équilibre. Être dans un bilan énergétique négatif, donc en déficit calorique en fait, est le contraire de l'homéostasie. Et cela déclenche un certain nombre d'adaptations pour s'adapter à l'apport calorique réduit. Lorsque vous suivez un régime restrictif, chaque élément de la dépense énergétique sera impacté dans une certaine mesure, et certains plus que d'autres. Et le corps agit en 3 étapes. La première étape est la défense. À ce moment-là, votre corps en fait va diminuer sa dépense énergétique. Pour commencer, le corps va diminuer votre BMR, donc votre taux métabolique de base se réduit. Votre corps va faire en sorte que certaines fonctions physiologiques les moins importantes, les moins vitales, soient réduites, voire totalement stoppées si la restriction calorique est trop importante pendant une longue période. C'est la raison pour laquelle certaines femmes qui ont réalisé un régime trop restrictif pendant trop longtemps ont pu constater la perte de leur menstruation. Car le corps considère que les fonctions reproductives, bien sûr, ne sont pas vitales pour maintenir le corps humain en vie. Mais votre métabolisme de base n'est pas la seule partie en fait de l'équation de la dépense énergétique à diminuer, puisque votre NEAT va diminuer un peu. Puisqu'il y a moins d'énergie, le corps va passer en mode conservation et vous constaterez peut-être que vous bougez moins. Sachez que ces changements se produisent inconsciemment. Bien sûr, vous allez sûrement me dire je peux augmenter mon NEAT, donc je vais juste bouger davantage. Cependant, vous allez le faire de manière consciente. Et si vous devez réfléchir de manière consciente à bouger, sachez que vous ne pourrez pas faire autre chose consciencieusement, puisque la recherche montre que le cerveau humain, le cerveau conscient, ne peut pas vraiment se concentrer sur plus d'une tâche à la fois. Donc si vous essayez d'écrire un email et que vous essayez de bouger en même temps, vous finirez par arrêter de bouger si c'est intentionnel. Il y a aussi l'effet thermique des aliments qui va diminuer. Bon, bien sûr, pas énormément, car les preuves en fait disponibles suggèrent qu'il ne diminue que parce que vous consommez moins de calories. La deuxième étape est du coup l'étape de la restauration. Lorsque l'organisme ressent un déficit calorique, il ne s'agit pas seulement de limiter la dépense énergétique. Votre corps voudra restaurer l'énergie qu'il a perdue. Et cela est modulé bien sûr par l'augmentation de votre faim. Lorsque vous vous sous-alimentez constamment, il faut savoir que la sensation normale de satiété que vous ressentez est réduite. Et même s'il n'est pas encore affamé, votre corps va augmenter votre faim pour justement restaurer les niveaux d'énergie d'origine. Et cela ne vient pas seulement d'une réduction de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, mais cela vient également d'une sensibilité réduite aux récepteurs de l'étirement de votre estomac qui disent au cerveau « ça y est, je suis rassasié ». C'est la raison pour laquelle en fait vous avez l'impression en fait de devoir manger encore plus tout en ayant l'impression d'être rassasié. Vos signaux de faim et de satiété sont alors tous perturbés. Et il y a une dernière étape aux adaptations métaboliques de votre corps. Cela consiste à préparer le tissu adipeux au stockage des graisses. Et c'est la troisième étape, c'est l'étape de la prévention. Comme tous les autres tissus et systèmes du corps humain, le tissu adipeux, qui est la graisse corporelle, s'adaptera lorsqu'il est soumis au stress d'une restriction calorique. Pour commencer, lorsque vous êtes en déficit calorique, la taille de vos adipocytes dont vous disposez diminueront. Dans ce cas, bien sûr, nous sommes plutôt satisfaits puisque nous voulons que nos cellules graisseuses deviennent plus petites. L'une des conséquences du rétrécissement des cellules adipeuses est qu'elles libèrent en fait moins de leptine, donc moins d'hormones de satiété. Et la leptine agit contre la gréline, qui est l'hormone de la faim. Ainsi, lorsque la leptine diminue, la gréline augmente. Nous avons du coup plus faim. Et lorsque la leptine augmente et que la gréline diminue, nous avons moins faim. Du coup, ces hormones s'influencent continuellement à mesure que nous passons de la faim à la satiété. Il faut savoir que la taille des adipocytes, donc des cellules graisseuses, module la sécrétion de leptine. Les gros adipocytes sécréteront toujours plus de leptine, donc d'hormones de satiété, tandis que les petits adipocytes sécréteront moins de leptine. Lorsque nous avons du coup moins de graisse, nous produisons moins de leptine. Et moins de leptine signifie moins de signal de satiété dont nous avons besoin pour nous empêcher de devenir fou devant un paquet de biscuits. En bref, plus vous maigrissez, plus vous avez faim. Mais attendez, parce que cela empire. No, God, please, no! No! À mesure que les cellules adipeuses diminuent, elles deviennent plus sensibles à l'insuline. Je suis persuadée que vous vous dites que c'est bien d'être sensible à l'insuline, car cela veut dire que nos cellules réagissent et peuvent stocker en fait le glucose qui circule dans le sang, ce qui entraîne bien sûr une baisse de la glycémie. En ce qui concerne la masse maigre, donc vos muscles, cette sensibilité à l'insuline qui augmente lors du déficit calorique est bien sûr une bonne chose, car votre masse maigre va pouvoir extraire plus rapidement le glucose du sang pour alimenter vos muscles, ce qui a bien sûr l'avantage de maintenir le taux de sucre dans le sang à de bas niveaux. Mais si vous êtes plus sensible à l'insuline, cela s'applique également sur votre masse grasse, donc sur vos cellules adipeuses. Sauf que la masse grasse ne bouge pas, elle ne fait que stocker. Les adipocytes sensibles à l'insuline absorbent beaucoup plus régulièrement l'énergie reçue, comme les acides gras et le glucose. Donc du coup, la sensibilité à l'insuline est une arme à double tranchant. Le corps utilise la faim et l'efficacité du stockage des graisses pour récupérer le poids justement qu'il a été contraint de perdre à cause de la restriction calorique. Et malheureusement, dans l'étape de restauration, les choses vont empirer. My baby!
puisque non seulement votre corps essaie de limiter votre dépense énergétique, de combler le déficit énergétique, mais il va en plus de ça essayer d'empêcher que cela ne se produise à l'avenir. Et il le fait grâce à une autre adaptation du tissu adipeux, grâce à laquelle dans certaines situations, votre corps peut réellement produire plus de cellules graisseuses. Généralement, votre masse grasse est simplement liée à la taille de vos cellules adipeuses. Et dans la plupart des cas, votre nombre de cellules adipeuses ne change pas beaucoup au cours de votre vie. Les augmentations ou diminutions de la masse grasse sont simplement dues à une diminution de la taille des cellules adipeuses. Mais de plus en plus de preuves montrent que le corps est capable de créer de nouvelles cellules adipeuses dans certaines circonstances. L'une de ces circonstances se produit lorsque les niveaux de thyroïde et de leptine sont faibles. Et cela arrive souvent lors d'une restriction calorique trop restrictive. Cela suggère donc que vous pouvez augmenter votre masse de graisse corporelle si vous suivez un régime puis reprenez du poids de manière inappropriée. Bon, attention tout de même, vous n'allez probablement pas accumuler une tonne de nouvelles cellules adipeuses après une seule journée de suralimentation. Mais si vous limitez vos calories, donc si vous faites une réduction agressive de votre quantité de calories pendant des jours, pendant des semaines, vous augmentez vos chances d'avoir un nombre d'adipocytes plus élevé qu'au début. Pour conclure, le système humain est un système étonnant, façonné au cours des milliers d'années d'évolution pour défendre, restaurer et prévenir la mort par famine. Donc, ce que nous pouvons conclure de l'examen des études humaines, c'est qu'il est clair que si vous perdez une quantité importante de poids, puis s'ensuit une consommation incontrôlée à volonté, votre corps va chercher à regagner tout le poids que vous avez perdu, voire plus. Et que le surplus de poids gagné n'est probablement pas de type masse maigre. Même si vous pensez que les mécanismes de défense de votre corps sont nuls à l'heure actuelle, malheureusement, votre corps se préoccupe avant tout de vous maintenir en vie assez longtemps pour que vous puissiez transmettre votre matériel génétique. Et il s'en fout complètement que vous ayez ou non des abdominaux. Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, perdre quelques kilos n'est pas suffisant. Il faut savoir préserver justement cette perte de poids sur le long terme. Et bien sûr, vous ne pourrez pas diminuer votre graisse corporelle grâce à de la magie, grâce à un aliment ou grâce à une pilule ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, si votre objectif est d'améliorer votre santé, votre bien-être, votre style de vie et votre apparence, si vous voulez perdre du poids de manière durable, vous avez besoin non seulement d'une stratégie bien établie pour non seulement perdre du poids, mais également pour le maintenir. Et le seul outil dont nous disposons pour modifier les choses de manière durable sont les changements de comportement. Il faut savoir que l'esprit humain est extrêmement puissant et ce que vous choisissez de faire va vous préparer au succès ou à l'échec à long terme. Bon voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Je serai ravie de pouvoir les lire et de pouvoir y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.